c'est feature-based, qui est un peu mieux. Ah oui, tu as des systèmes de votation. Bonsoir tout le monde, ravi d'être là. Julien, tu disais que j'ai gentiment accepté de venir, vous m'avez gentiment invité, donc merci pour l'invitation. Très honoré de pouvoir parler de tout ça avec vous ce soir. Donc moi je m'appelle Simon, je suis un des cofondateurs de Scribe, et chez Scribe je m'occupe du produit. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Scribe? Ouais. Ok, bon, je vois quelques mains qui se lèvent, quelques têtes, donc ça me fait plaisir parce qu'on travaille principalement avec les équipes produits, donc si vous nous avez entendu parler de nous, c'est cool. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide en fait les équipes produits à vraiment se connecter avec leurs utilisateurs un peu au quotidien pour les aider à améliorer l'expérience de leurs produits. On fait ça depuis 5 ans, on a des clients aujourd'hui dans 35 pays, un peu toutes les industries, mais vraiment à chaque fois, c'est que des équipes produits avec qui on travaille, donc beaucoup de product managers, je pense 70% de product managers, un peu de product designer, user researcher. En fait, ce qu'on leur permet de faire, c'est dans notre plateforme, ça se repose un peu sur 4 piliers. Un pilier qu'on appelle Observe, qui permet un peu d'observer le comportement des utilisateurs, notamment avec du session replay, des analyses de parcours, pour identifier un peu des points de friction en fait dans vos produits. Ensuite, vous pouvez interroger vos utilisateurs, donc vraiment rentrer en contact avec eux, soit de manière un peu générale, vous savez, les fameux questionnaires de NPS, ce genre de choses, mais aussi de manière plus tactique, genre je vais interroger que les gens qui viennent d'utiliser cette fonctionnalité pour la 5e fois, ce genre de choses. Tout ça, on vient l'analyser, que ce soit les données des 2 premiers blocs en fait, et c'est notamment là qu'on utilise beaucoup et de plus en plus d'IA. L'objectif, c'est de faire gagner du temps en fait dans l'analyse des données, dans l'identification des points de friction et pour prendre les meilleures décisions plus rapidement, quoi. Et puis enfin, pour boucler un peu la boucle, le dernier pilier, c'est qu'on a appelé Guide ici. Il permet en fait de revenir vers vos utilisateurs pour leur dire « vous nous aviez dit que tel truc marchait pas bien, on l'a amélioré, on a sorti une nouvelle fonctionnalité, cliquez ici pour la découvrir », et donc vous venez les guider pour augmenter l'adoption en fait de vos nouveautés, quoi. Donc là on fait des messages in-app, des bannières, des product tours. L'objectif c'est vraiment de couvrir un peu le champ complet, quoi. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on fait, et effectivement fin 2022 on a commencé à regarder d'un peu plus près ce qui se passait sur l'IA. C'est évidemment lié, je pense comme pour quasiment tout le monde, à la sortie de ChatGPT, quoi. Mais en fait, on s'y est intéressé parce que, je vais revenir un peu dans le détail, mais la promesse, ça nous paraissait être une manière de répondre à des vrais problèmes qu'on avait avec nos utilisateurs et des choses qu'ils attendaient de notre part. Et donc c'est comme ça qu'on est rentré dedans. Je vais revenir un peu en détail là-dessus. Ensuite, en tant que product qui ne sait pas coder, je vais revenir un peu sur justement comment j'ai pu, avec ces nouveaux outils, expérimenter un certain nombre de trucs moi-même, avant d'en parler au reste de l'équipe, mais pour pouvoir montrer plus facilement certains trucs à des clients, à des utilisateurs, et comment ça a aidé vraiment à tester des choses avant de passer en production, et ensuite d'inclure ça un peu plus globalement dans le produit. Donc ça, je reviendrai aussi un peu là-dessus. Et puis, je trouvais que c'était intéressant aussi de parler quand même un peu des différentes options qui s'offrent à nous et comment est-ce qu'on peut, je pense, assez tôt dans ces projets les prendre en compte pour techniquement en fait venir intégrer l'IA dans les produits. Alors, je vais pas revenir sur comment tout ça fonctionne et tout, je pense que c'est pas l'objet, mais quand même les différentes options qui s'offrent à nous, leurs avantages, les inconvénients, les choix que nous on a pu faire, pourquoi on a fait cela, si jamais ça peut être utile en termes de retour d'expérience, quoi. Et puis le dernier point que moi je voulais aborder, c'est évidemment la qualité de la donnée, l'importance de la qualité de la donnée. Parce que si on envoie des trucs un peu pourris à l'IA, elle nous sortira des trucs pourris aussi. Donc je pense que c'est aussi notre rôle finalement, et on a la capacité de jouer là-dessus en tant que product. Donc voilà, c'était important pour moi d'évoquer un peu ces 5 points, quoi. Je ne sais pas s'il y avait d'autres attentes en plus, des choses que vous voulez qu'on aborde, mais en tout cas, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. J'ai pas dans l'agenda mis Q&A à la fin. L'idée c'est qu'on puisse parler un peu librement, donc vraiment n'hésitez pas, quoi. Ok ? Donc sur le premier point, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à l'IA? En fait, avant que ça devienne un sujet un peu dont tout le monde parlait, nous, le cœur un peu historique de la plateforme, c'est la brique Ask dont je parlais tout à l'heure.
Certains qui ont levé la main tout à l'heure en disant qu'ils nous connaissaient, je pense que la plupart nous connaissent sur cet angle de collecte de feedback utilisateur. C'est vraiment par là qu'on a commencé il y a 5 ans. Et en fait, quand on a commencé à faire ça, nous, l'axe sur lequel on a beaucoup travaillé, notamment parce que c'est un marché sur lequel il y a beaucoup d'acteurs. Je suis sûr que vous avez déjà tous et toutes utilisé des outils de survey, de questionnaires en ligne et tout. Nous, on a beaucoup travaillé pour nous différencier d'eux sur l'expérience des répondants. Donc, si vous voyez un peu, là on a des exemples de surveys sur web et mobile. L'interface en fait de nos surveys est très différente de ce qu'on trouve chez les autres. Et c'est un choix. On a voulu commencer par ça. Notre MVP, c'était ça, en fait, à l'époque, parce qu'on se rendait compte que, en fait, plus personne répond aux questions qu'on pose sur Internet. Donc, c'est le problème qu'on a voulu résoudre quand on a lancé l'entreprise. On a plutôt bien réussi à résoudre ce problème parce que, en moyenne, nos questionnaires, ils ont 60% de taux de réponse chez nos clients. Donc, c'est une belle promesse, mais en réalité, ça a amené tout de suite, dès le début de Scribe, 2 grandes questions chez nos prospects, chez nos premiers utilisateurs. C'est comment je sais quelles sont les bonnes questions à poser, parce que j'ai un outil qui fait que je vais avoir des réponses, mais sur quoi j'interroge les gens finalement. Ça, c'était vraiment quelque chose qui arrivait très tôt. Et puis, une fois qu'on commence à collecter des réponses, effectivement, je constate que j'en ai beaucoup, plus qu'avant si j'avais déjà fait ça. Comment je fais pour les analyser, en fait, toutes ces réponses-là? Parce que ça peut me faire beaucoup de volume. On a des clients chez qui on collecte littéralement des millions de feedbacks par mois. Donc l'analyse des feedbacks a toujours été un sujet, voire même au début de Scribe, c'était presque un contre-argument finalement contre nous en disant « Ok, votre promesse c'est de nous collecter plus de feedback, du coup je ne vais pas utiliser l'outil parce que j'aurai jamais le temps de les utiliser. » C'était un peu frustrant en fait, même pour nous, quoi. Donc on a essayé de répondre à ces sujets-là avant de s'intéresser à l'IA, de plein de manières. Par exemple, sur comment aller poser les bonnes questions, on a sorti des bibliothèques de templates pour aider nos clients à créer des surveys. Donc on a, une 50aine de templates différents dans la plateforme, sur des grands cas d'usage qu'on retrouve très classiquement chez l'ensemble de nos clients, quoi. Et sur l'analyse, on a essayé plein de trucs, notamment les nuages de mots-clés, essayer de faire ressortir les concepts qui reviennent le plus dans les données qu'on collecte, etc. Ça, c'est des exemples, mais en fait, sur ces 2 approches, on atteignait quand même assez rapidement des limites. Sur comment aller poser les bonnes questions, les templates, c'est bien, ça peut donner des idées de sujets sur lesquels interroger mes utilisateurs. Ça peut me montrer un peu des bonnes pratiques sur comment construire un questionnaire qui va générer des réponses. Mais si vous avez une idée en tête, j'aimerais interroger mes utilisateurs sur tel sujet, mais que vous ne savez pas comment le faire, les templates ne vous aident pas, en fait. Donc ça ne répondait pas complètement en fait, aux besoins de nos utilisateurs. Et sur les nuages de mots-clés, l'identification un peu de concepts et tout, honnêtement, ça ne marchait pas bien. On passait notre temps à exclure un peu les mots de liaison, les et, les mais, les trucs comme ça dans les différentes langues. Moi, j'avais monté une première boîte en 2012-13 où la donnée, c'était pas des feedbacks utilisateurs, mais plutôt des messages sur les réseaux sociaux. On avait exactement le même problème. Et en fait, 8 ans après, 8-9 ans après, ça n'avait pas trop évolué en vrai, cette partie-là. Ça marchait pas très bien, quoi. Donc, ça faisait des graphes, ça permettait de rassurer un peu les utilisateurs ou les prospects plus en avant-vente, mais dans l'utilisation en quotidien, en fait, c'était pas vraiment satisfaisant. Donc, quand ChatGPT sort en novembre 2022, je pense comme tout le monde, on va jouer un peu avec. Et puis là, au-delà du jeu, on va dire, et des questions, pas perso, mais pas liées directement à notre produit qu'on a pu lui poser, on s'est dit, mais en fait... ça a l'air de bien fonctionner, si ça se trouve, ça peut répondre à des enjeux qu'on a dans le produit, quoi. Voilà. Donc c'est finalement par des besoins utilisateurs qu'on est arrivé à s'intéresser à ça, et en fait on a identifié, on s'est demandé si, lorsque c'est arrivé, est-ce que ça pouvait nous permettre de cocher certaines cases et d'apporter de la valeur à nos utilisateurs. C'est comme ça qu'on s'y est intéressé, en fait, on va dire, à l'époque. En réalité... ce qui est dommage, entre guillemets, mais je pense que c'est pas lié que à nous, les technos qu'ils ont utilisés dans ChatGPT, elles étaient disponibles en fait depuis déjà plusieurs mois. Juste, on n'avait jamais pris le temps d'aller les regarder. Et ChatGPT nous a montré que ça existait et la plupart des
des expérimentations finalement qu'on a pu faire. Je vais vous montrer un peu comment on les a faites. Et puis après, bien sûr, l'intégration en elle-même dans la plateforme n'avait plus rien à voir avec ChatGPT, mais on a utilisé les API, etc., qui étaient derrière, quoi. Mais ça a été une manière pour nous, et je pense pour plein de gens, de juste se rendre compte de ce qui était possible de faire avec ces technologies-là, quoi. Donc, puisqu'on avait un peu ces deux axes, comment j'aide nos utilisateurs à poser les bonnes questions et comment je les aide à analyser les feedbacks qu'ils reçoivent, en fait, moi j'ai cherché un peu à bricoler. Je vous disais tout à l'heure, moi je suis pas développeur, donc je suis pas allé me brancher directement sur les API pour voir ce qu'on pouvait faire. J'ai cherché un peu à bricoler juste pour voir si, dans un contexte comme celui-ci, on pouvait effectivement apporter des fonctionnalités qui pouvaient être utiles à nos utilisateurs. Donc je les ai testées complètement en dehors de notre produit, de manière très rudimentaire à l'époque, et j'en reparlerai à la fin. Mais aujourd'hui, il y a du coup plein d'outils qui sont sortis, dont certains spécifiquement à destination des équipes produits, pour nous aider en fait à faire ce genre d'expérimentation. Mais à l'époque, j'avais fait un formulaire, donc c'est une vidéo que j'avais postée sur Slack et à l'équipe que j'ai retrouvée l'autre jour pour préparer ces slides, je sais pas si, ouais si, mais j'avais fait un formulaire en ligne avec Tally, branché à Zapier. Dans Zapier, il y avait un module ChatGPT, et en fait, ça m'écrivait le résultat dans un Google Doc. Et donc, vraiment du bricolage, évidemment à 1000 km de la prod, mais j'avais un input, le modèle et un output, et en fait, je me dis, en réutilisant la même chose demain dans le produit, on va avoir grosso modo le même résultat, quoi. Et donc, ce que je faisais, c'est dans mon formulaire, pour aider nos utilisateurs en fait à poser les bonnes questions, l'idée c'est qu'ils puissent, et c'est toujours disponible dans le produit aujourd'hui d'ailleurs, dire j'aimerais interroger les gens sur la qualité de l'onboarding dans le produit. On écrit ça, littéralement, et en fait, ça nous fait une suggestion de 3-4 questions bien formulées qu'on peut appliquer, du coup, à son questionnaire après, quoi. Et donc, dans la vidéo, là, j'ai mon formulaire, j'écris la thématique, en fait, sur laquelle j'aimerais pouvoir interroger mes utilisateurs, et le modèle me proposait, dans le Google Doc, 3 formulations de questions, avec des règles que moi, je lui avais données sur les bonnes pratiques qu'on pouvait voir, en fait, chez nos clients, comment formuler les questions pour avoir des réponses, ce genre de choses. Et donc voilà, de manière complètement archaïque, tout à la suite, mais j'avais quand même trois questions bien formulées qui m'étaient générées. Donc pour moi, ça a permis un peu de valider le fait que pour ce use case-là très spécifique, ça pouvait marcher, quoi. Autre exemple, l'autre côté, je suis allé sur un compte d'un de nos clients, j'ai fait un export de feedback. J'en ai pris, 1000 au hasard, en fait, évidemment en anonymisant complètement les données. Il n'y avait aucune donnée personnelle sur leurs clients. Et en fait, j'ai copié-collé ces 1000 feedbacks dans le playground d'OpenAI. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà joué un peu avec ça, mais ChatGPT, c'est un peu la face visible, en fait. Mais ils ont un playground où on peut tester des prompts et qui est plutôt lié à la partie API, en fait, chez eux, quoi. Et donc, ça permet, en fait, de jouer un peu plus. Alors je ne sais pas si sur l'écran on le voit très bien, mais à droite de l'écran ici, on peut jouer un peu avec les paramètres, comme on peut jouer dans l'API. Donc jouer avec le niveau de créativité ou pas des réponses, la taille un peu des prompts qu'on veut qu'il accepte. Ça, vous ne pouvez pas le faire dans ChatGPT, mais dans le Playground, en fait, vous pouvez jouer sur tout ça. Et donc quand vous passez après en implémentation dans votre produit, c'est des paramètres qui peuvent être intéressants à tester, parce que parfois en fonction des réglages, les réponses, elles peuvent être assez différentes, donc il faut trouver le bon équilibre. Et donc ça, c'était disponible bien avant ChatGPT, en fait, et j'avoue, très humblement, que j'étais jamais allé jouer avec, et que c'est ChatGPT qui m'a donné envie finalement d'aller jouer avec ce truc. Et en copiant-collant, mon prompt, c'était, à partir de ces feedbacks, très simple, une ligne, fais-moi 10 recommandations d'amélioration qu'on pourrait apporter au produit. En un clic, il m'a proposé les 10 améliorations. Je suis allé voir le client avec ce copier-coller. Il dit, en fait, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé en réunion la semaine dernière, après avoir passé des heures à lire les feedbacks, en fait, quoi. Donc si je reprends le point de départ des besoins de nos clients et de la valeur, en fait, elle a été très facile à expérimenter et à démontrer, sans avoir besoin de solliciter la moindre ressource tech, dev ou autre chez nous. En tant que product, on peut faire ce genre de test tout seul, et
et du coup valider que le résultat qui va sortir du modèle sera pertinent, va apporter de la valeur, quoi. Voilà. Et puis ensuite, c'est uniquement à ce moment-là que du coup avec l'équipe on s'est dit comment est-ce qu'on priorise ça, comment on va vraiment l'implémenter dans le produit, à quoi ça va ressembler. Mais même là-dessus on a quand même cherché à être itératif. Alors c'est lié aussi, je pense, à la taille de notre équipe. On n'a pas pu se lancer dans des projets très longs et forcément on essaye de sortir les choses le plus rapidement possible et puis après d'itérer. Mais le résultat finalement de ce test dans le playground, dans le produit, ça ressemblait à ça. Alors ça a pas mal bougé depuis, mais en fait sur chaque question ouverte dans nos questionnaires, dans nos surveys, on donnait 3 indicateurs. Le premier, c'était une synthèse de l'ensemble des feedbacks reçus. Donc aujourd'hui, ça paraît basico-basique, mais en fait, c'était le cœur du besoin, finalement, il y a 2 ans et demi, quoi. Le top 10 des recommandations d'amélioration qu'on pourrait apporter au produit. Donc, si sur les 1000 feedbacks, il y en a 600 qui disent je peux pas payer avec Apple Pay, en fait, en top 1, vous allez avoir implémenté Apple Pay, quoi, en gros. Et puis, un truc qui, pour le coup, a pas toujours bien marché. C'était assez fluctuant en fonction des requêtes, mais une catégorisation un peu des feedbacks. Et ça, maintenant, avec l'évolution des modèles et tout, ça s'est vachement amélioré. Mais au départ, on avait des trucs qui étaient assez inconsistants, en fait. Je pouvais redemander sur la même question 2 heures après une catégorisation, il me sortait un truc qui avait rien à voir, quoi. Ou alors des pourcentages qui faisaient plus que 100% à la fin, par exemple. Voilà, donc ça n'a pas toujours bien marché, mais en fait, on a aussi assumé 2 choses quand on a lancé ça, parce que pour moi, c'est pas encore genre vrai passage à l'échelle, c'est des premières briques en fait dans le produit, quoi. On a assumé 2 choses. Un, on a écrit comme étant en bêta finalement au départ, quoi, parce que en vrai, les modèles évoluaient tellement vite, c'est encore le cas, mais tout n'était pas méga stable quand même à l'époque. Évidemment, on avait fait pas mal de tests, mais quand c'est confronté à la réalité et aux feedbacks qui ne sont pas toujours parfaitement formulés, donc, encore une fois, la qualité de la donnée, en fait, on ne peut pas la maîtriser complètement dans ce genre de contexte, parce que ça dépend beaucoup de comment les gens écrivent, en fait, en réponse aux questions, quoi. Donc ça, c'est le premier truc qu'on affichait. Et le deuxième, alors, depuis, on a changé, mais en fait, on écrivait que c'était basé sur OpenAI, dans le produit, en fait, directement. Au début, ça nous a pas mal aidé, parce que les gens étaient tellement impressionnés, souvenons-nous, par ChatGPT en fait à l'époque, que dire que c'était basé sur la même technologie, c'était un argument, en disant ça va marcher, parce que ça marche tellement bien dans ChatGPT que si vous êtes basé sur la même chose, ça va fonctionner. Ça a bien marché quelques semaines, et après on a eu le contre-argument, où on a beaucoup de nos clients qui nous ont dit du coup, il faudrait que vous nous coupiez la fonctionnalité, alors qu'elle marche hyper bien, on est content, mais on a l'interdiction d'envoyer des données concernant nos utilisateurs de près ou de loin à OpenAI. Et ce qui est un très bon point, on a très bien compris. Donc effectivement, on débranchait la fonctionnalité dans le cas où c'était vraiment un no-go total. Il y en a certains qui s'interdisaient, eux, personnellement, d'aller l'utiliser, et d'autres pour qui ça apportait de la valeur. Mais ça nous a beaucoup questionné, nous, c'est un point sur lequel je vais revenir après, mais du coup, sur avec quel partenaire est-ce qu'il faut travailler sur ce genre de fonctionnalité, notamment quand le partenaire manipule de la donnée qui peut être plus ou moins personnelle, en fait, quoi. Ça, c'est un vrai sujet. Voilà, j'y reviens après. Voilà, donc on y est rentré parce qu'on avait des besoins auxquels on n'arrivait pas vraiment à répondre. ChatGPT arrive, on teste, on se dit en fait, ça a l'air de pouvoir nous aider complètement à répondre à ces besoins. Là, je me rends compte que en tant que product, en fait, j'ai la capacité de faire des tests moi-même sans embêter personne pour faire des choix et pouvoir du coup finalement aller en production plus vite derrière, parce que j'ai pas demandé à qui que ce soit d'arrêter certains projets ou de faire ces tests à ma place. Donc c'était presque prêt finalement sur les grands choix à faire quand on est passé après en production. Et puis à partir de ça, on avait une bonne base pour pouvoir passer à l'échelle, et au-delà de ces 2 fonctionnalités d'aide à la rédaction et d'analyse, on a pu ensuite réfléchir à quels étaient les autres besoins que peuvent avoir nos utilisateurs et comment est-ce que l'IA peut nous aider, oui, non, et si oui, après comment on le fait. Mais il y a plein de cas où évidemment ça va pas nous aider, quoi. Et donc pour moi c'est ça la clé, quand on parle après de passage à l'échelle,
qui est un peu le troisième point là, dans ma présentation, c'est je pense que notre métier de product a jamais été aussi utile qu'aujourd'hui dans cette jungle un peu de l'IA, quoi. Parce qu'en fait, ça ouvre tellement de possibilités, ça a l'air tellement magique, entre guillemets, sur plein de use cases, qu'en fait, le risque, et je vais vous donner des exemples, on a aussi fait ça sur certains points, le risque, c'est juste de se faire plaisir, de se dire « Ah, ça a l'air trop bien, trop cool, trop puissant, on peut faire plein de trucs », et d'oublier nos utilisateurs, en fait. Et c'est notre rôle, je pense, au produit d'être les garants de ça, quoi, y compris parfois contre, je mets des guillemets, mais contre nos équipes, qui auraient envie de faire des trucs. Ouais, mais en fait, personne n'en a besoin. Donc, ok, c'est cool, mais il faut toujours prendre les choses dans le bon ordre, et c'est nous un peu les gardiens de ce truc-là, quoi. Et donc, on a fait évoluer d'abord ces 2 briques que je viens de vous montrer pour qu'elles apportent toujours plus de valeur à nos utilisateurs. Donc, sur la première brique de rédaction, on a commencé par juste, je vais rédiger des questions à l'intérieur d'un survey. Maintenant, on a une fonctionnalité qui crée un survey entier. En fait, vous lui donnez une thématique ou un sujet d'interrogation que vous avez, il va vous faire pas une question, mais 4 ou 5 successions de questions, en fait, quoi, sur laquelle vous avez la main. Vous pouvez complètement tout modifier, mais ça vous fait du coup un scénario un peu complet. Optimiser pour ce qu'on appelle le taux de complétion, donc faire en sorte que les gens répondent à l'ensemble des questions que vous leur posez et pas que la première, quoi, en gros. Donc ça leur fait gagner pas mal de temps et ça les aide dans la rédaction, donc sur ce premier besoin qu'on avait identifié. Et puis ces 3 indicateurs-là, synthèse, recommandation, catégorie, en fait on a fait beaucoup évoluer le tableau de bord. Alors on a gardé de la synthèse, parce qu'en un clin d'œil, du coup, vous avez une idée générale un peu de ce dont les gens vous parlent, mais on fait aussi une sorte de SWOT, on fait ressortir les feedbacks les plus représentatifs dans la masse de feedback que vous collectez. On a une section un peu Q&A, donc c'est les grandes questions auxquelles vous allez trouver des réponses dans vos feedbacks, y compris des questions que vous ne vous posez pas forcément aujourd'hui, mais dont les gens parlent finalement naturellement, quoi. Et puis on l'a renommé Next Step, mais c'est toujours cette recommandation d'amélioration que vous pourriez apporter à votre produit. Et donc c'est comme ça qu'on a fait évoluer progressivement ces indicateurs pour passer à l'échelle et apporter plus de valeur à nos utilisateurs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que eux aussi, leur rapport à l'IA évolue et ils nous challengent, ils continuent à nous challenger finalement sur ces sujets. Donc par exemple, on a pas mal de clients qui disent, parce que tout ça est filtrable, je peux dire, je veux que ça soit basé que sur les réponses qui viennent d'iOS par exemple, ou que en fonction de tel attribut utilisateur, mais ils ont envie de pouvoir un peu dialoguer avec la donnée, parce que malgré tout, en 2 ans et demi, 3 ans, il y a eu une forme d'éducation sur le marché de ces interfaces conversationnelles, et donc comment est-ce que je peux avoir une sorte un peu de follow-up dans l'interface. Tiens, je vois que les gens parlent de tel sujet, est-ce que tu peux m'en dire plus, venir interroger. Donc c'est des trucs sur lesquels on creuse maintenant aujourd'hui, quoi. Mais c'est parce que on a pu expérimenter ça, avoir un premier passage à l'échelle, faire évoluer l'interface, la fonctionnalité, et plus vous apportez de valeur, plus ça leur donne envie d'en avoir encore un peu plus, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on continue à beaucoup travailler là-dessus, quoi. Mais ouais, vas-y, pardon. J'ai une question. En fait, on a un peu parlé, mais tu mets ça en prod, toi tu l'as testé avec des clients, tu as validé que le feedback était bon, etc. Tu as tes paramétrages que tu as mis en place et tout, mais comment tu sais que, je sais pas, 3-6 mois après, finalement, le feedback est toujours pertinent et colle un peu à la réalité des données que tu as. Enfin, comment tu sais que le modèle n'a pas évolué et il est toujours pertinent? Alors, en fait, les modèles, ils évoluent pas ils sortent des nouveaux modèles, mais toi, tant que tu dis pas maintenant je veux utiliser un nouveau modèle, ça reste sur le modèle que tu as choisi. Tu vois, donc normalement, les résultats, ils évoluent pas trop. Ce qui peut bouger, c'est la qualité de la donnée qu'on va lui envoyer en entrée, ça c'est sûr. Et donc, il faut. En fait, ça nous force à être un utilisateur actif de notre propre plateforme. Tu vois. Alors, sur nos premières expérimentations, ce qu'on avait fait, c'est que, même au-delà des expérimentations, sur les premières versions de la fonctionnalité, on faisait un doublon, quand la donnée était affichée au client dans le produit, on la recevait dans une room Slack en même temps,
Et donc on lisait en fait tout le temps les réponses pour dire en fait là il y a un truc qui a pété. Et souvent d'ailleurs au départ c'était sur le nombre de tokens qu'on avait le droit d'envoyer. Je sais pas si tout le monde est familier avec ça ou pas, mais voilà. Et en fait c'était quand même beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Ils ont agrandi ces fenêtres de tokens là. Et donc on se rendait compte qu'on envoyait trop de données parfois. Donc il a fallu qu'on joue un peu avec ça. Mais donc ouais, au départ on avait vraiment le nez rivé sur les résultats et on avait tout doublonné en fait. C'est ça nous a aidé. Et puis au bout d'un moment, en fait, on gagne aussi nous de la confiance dans la techno qu'on utilise et on n'a plus besoin de faire ça autant, mais on a beaucoup fait ça au début. Ouais. Je crois qu'il y avait une autre main qui s'était levée là. Non. Ok. J'ai une question connectée avec ça ou non? Est-ce que toi, en tant que PM là-dessus, dans la façon d'aborder les feedbacks de tes propres utilisateurs, on regarde le fait que c'est une techno quand même que tu ne maîtrises pas complètement, c'est-à-dire que c'est une techno un peu externalisée, est-ce que tu as mis quelque chose en place de particulier pour suivre la satisfaction des utilisateurs, pour t'assurer que finalement cette techno un peu externalisée qui dépend de la qualité de données comme tu l'as dit, suivait bien le cours des choses versus d'habitude des features dans lesquelles on a plutôt la maîtrise, parce que c'est des features qu'on construit de A à Z, dans lesquelles on maîtrise plutôt ce qui va se passer. Est-ce que tu as mis quelque chose de... La question c'est plus sur la confiance finalement, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment se baser que là-dessus pour prendre des décisions? Ce serait plus ça la question. Même toi en tant que PM de se dire comment tu suis le fait que cette feature qui est un peu particulière, un peu en dehors du scope, satisfait toujours tes utilisateurs dans le temps. Ah oui, ok, c'est ça plutôt, d'accord. Alors de deux manières. Déjà, nous, forcément, on les interroge quand même régulièrement sur leur satisfaction globale liée au produit ou feature par feature, un peu, tu vois. Donc directement in-app, on essaie autant que possible d'utiliser ce qu'on recommande à nos clients d'utiliser, quoi, tu vois. Et puis, en fait, alors via Scribe, mais on peut le faire autrement aussi. En fait, nous, on a un format qui fait qu'on peut brancher un Calendly ou un Google Calendar, tu vois, à un questionnaire. Et donc, régulièrement, il y a mon agenda en fait, qui s'affiche aux utilisateurs en disant si vous voulez qu'on discute genre 20 minutes du produit, prenez un rendez-vous. Et en fait, j'ai 2 à 3 rendez-vous comme ça par quinzaine, tu vois, enfin genre 6 rendez-vous par mois à peu près qui tombent comme ça, quoi, tu vois. Et donc ça me permet aussi de les... En fait, ils me parlent un peu de ce qu'ils veulent à ce moment-là, quoi. Moi, je suis pas dans une démarche genre active de discovery sur un sujet que j'ai identifié. Je suis plus genre t'as sollicité un rendez-vous, trop cool, merci. Alors, qu'est-ce que t'en penses, quoi, tu vois, c'est un peu ça. Et après, oui, on parle forcément souvent de ces fonctionnalités-là parce que il y a plein de boîtes dans lesquelles ils sont encouragés en fait à aller trouver des outils qui vont les aider avec de l'IA. Enfin, notamment nous on travaille de plus en plus avec des grands comptes et il y a un peu des directives quoi dans ces boîtes-là, genre utiliser de l'IA sans trop savoir ce que ça veut dire, mais du coup, eux ils disent là j'ai un outil, qu'est-ce qu'ils ont dans la roadmap, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, donc c'est quand même un sujet qui est présent dans leur esprit chez nos clients, quoi, donc ils m'en parlent assez naturellement. Et donc en associant ces deux trucs-là, le fait nous de les interroger proactivement régulièrement et le fait de leur parler, tu vois, souvent j'ai quand même pas mal de retours là-dessus, mais sur tout le reste de l'outil en fait aussi, quoi. Ouais. Donc ça me permet de suivre effectivement la satisfaction. Nous-mêmes, nos propres feedbacks, on les analyse aussi, tu vois, ceux qui concernent notre produit, du coup on les analyse comme ça. Donc en fait il y a des fois je dis tiens, il y a un truc un peu bizarre dans les résultats, donc tu vois, nous-mêmes on l'utilise et on constate parfois des problèmes, donc ça nous permet de les corriger, quoi. Mais les modèles ont quand même gagné en maturité, même si du coup on n'utilise plus OpenAI, j'en parlerai après pourquoi, et du coup on est quand même assez confiant, tu vois, sur ces sujets-là et sur la qualité des résultats qui sortent. On monitore, tu vois, mais finalement comme on monitore des trucs plus techniques sur l'infra ou qu'on monitore l'usage, on monitore aussi ces trucs-là, mais avec de la confiance quand même sur les résultats qui sortent, quoi. Ouais. Justement, là, sur les résultats, vos clients vous challengent sur les prompts que vous engagez pour traiter la donnée? Alors, ils ne nous challengent pas tellement, mais ils sont curieux de savoir comment ils sont écrits. Là, en gros, vous êtes propriétaire de vos prompts d'analyse, ou est-ce qu'un client pourrait vous demander justement d'ajuster votre prompt? Alors, aujourd'hui, on ne fait pas d'ajustement sur mesure, genre pour un client. On réfléchit à
à faire des prompts spécifiques, mais plus par industrie. Parce qu'aujourd'hui, ils sont assez génériques. Et par exemple, on a des clients dans tellement d'industries, mais on voit des groupes un peu d'industrie chez nos clients, et donc on réfléchit un peu à ça aujourd'hui. Mais ouais, aujourd'hui, on les ajuste pas client par client. L'autre, alors, on a vu, il y a deux choses intéressantes liées à ça, je trouve, dans pas mal d'outils, et qui nous questionnent un peu. C'est, d'avoir un peu des instructions à l'échelle du compte, par exemple, pour que le client puisse décrire un peu mieux son activité, enfin, ce genre de choses, tu vois, et qui vont venir alimenter les prompts. Et donc, c'est une manière de les personnaliser, pas de faire du sur-mesure, mais de les laisser un peu les customiser. Ça, c'est un truc intéressant. Et le deuxième, c'est que du coup, nous, on a fait le choix, on travaille avec Mistral aujourd'hui, je vous expliquerai pourquoi après, mais en fait, on voit une tendance un peu de bring your own AI, où en fait, alors notamment parce qu'il y a des boîtes qui en fait négocient des volumes de consommation d'API avec les modèles, directement avec OpenAI, avec Anthropic, avec Mistral, et donc ils disent plutôt que de repayer, même si c'est à travers l'abonnement Scribe, de la consommation d'un modèle, en fait je voudrais pouvoir brancher mes clés. En plus, elles ont été validées par l'équipe légale chez nous, etc. Donc je sais que mes données, elles vont parfois même dans un environnement qui est cloisonné chez OpenAI ou chez Anthropic ou ailleurs, tu vois. Donc ça, c'est le deuxième truc auquel on réfléchit un peu. Même si, j'expliquerai là aussi pourquoi après, mais le fait d'avoir bossé avec Mistral, en général, nous permet de ne pas être trop embêté sur les sujets, justement, privacy, etc. Mais quand une équipe légale a dit « Ok, on bosse que avec Anthropic Claude, on a négocié en plus des tarifs, on sait que la donnée, elle est sécure chez eux, là », ils ont parfois envie de pouvoir utiliser ça, donc on s'interroge aussi un peu là-dessus. Voilà. Ouais. Oui, tu as commencé en partie à y répondre. Du coup, pour la génération des questions, pour la partie Ask, le client est autonome dans la rédaction de son prompt, même si j'ai cru comprendre que finalement il y avait des champs qui permettaient d'alimenter certainement ton prompt système par la suite. Du coup, comment vous gérez ça et est-ce que vous avez sensibilisé vos clients sur la manière de rédiger un prompt? Alors, il ne rédige pas complètement un prompt. Il rédige, en fait, on lui demande de nous dire quel est son sujet d'interrogation sur lequel il aimerait interroger ses utilisateurs. Donc, dans l'interface, c'est, je ne sais plus comment c'est, tu vois, c'est expliquer ce que vous avez envie de poser, ce que vous avez envie de demander à vos utilisateurs, et notre IA vous aidera à créer un survey, tu vois. Donc, on leur demande pas d'écrire un prompt. Ouais, en gros, c'est ça. Et du coup, on a mis des exemples un peu en dessous de types de questions qui pourraient se poser. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'on les amène à utiliser la feature. Et donc, dans notre prompt, finalement, c'est une variable au milieu du prompt, mais il y a des choses avant et après, quoi, si tu veux. Notamment parce que il faut que ça nous sorte en réponse de l'IA un format un peu spécifique pour qu'il soit reconnu dans notre produit et que ça nous crée un arbre de questions-réponses. Enfin, il y a tout ça, en fait, dans le prompt, quoi. Et plus nos guidelines sur comment tu dois formuler après les questions, les options de réponse, les trucs comme ça. Donc, on peut pas leur demander d'écrire le prompt, mais on leur demande juste un morceau, finalement, qui est vraiment lié à leur sujet d'interrogation, en fait, quoi. Okay. Voilà. Je sais pas si ça répond complètement. Très bien, ouais, ok. Très bien. J'ai une petite question. Tu nous disais en intro, tu as des clients dans 15 pays aujourd'hui. 35, ouais. Ouais, 35, ouais. Pardon. Et, comment tu as géré au début le lancement de la bêta avec peu de certitude et en te disant, les questionnaires là, qui vont être localisés potentiellement par mes clients, est-ce que j'ouvre à quelques pays ou est-ce que j'y vais all-in? En fait, ça faisait partie des expérimentations que j'avais pu faire un peu tout seul, parce qu'effectivement, tu dis, tiens, je prends des feedbacks français, je prends des feedbacks allemands, des feedbacks anglais, tu vois, et est-ce que ça marche? Alors, sur l'allemand, j'étais moins doué pour évaluer la qualité de la réponse, mais quand tu vois dans les langues que tu connais un peu que en fait, le résultat est bon, ou que tu retraduis après, tu vois, le résultat qui t'a sorti sur une base allemande, que tu vois que ça marche, c'est un des trucs qu'on a testé assez vite, du coup, dès la phase d'expérimentation. Et après, on n'a pas intégré effectivement dans les phases de bêta des gens des 35 pays ou de toutes les langues qu'on avait, mais là-dessus, je t'avoue qu'on ne s'est pas posé beaucoup de questions, parce qu'on a vite vu qu'en fait, ils géraient vraiment bien les langues, tu vois. Ouais.
tout à l'heure, tu as questionné la qualité de la donnée pour avoir des bons résultats. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des méthodes comme vous mesurez la qualité de la donnée et sur quel axe vous qualifiez ça et bon, réussi, on peut compter sur ces données-là pour arriver à connaître la donnée. Alors je sais pas si on a une méthode, j'en parle un peu après, mais je pourrais pas dire qu'on a vraiment une méthode, parce que en fait, en fonction des briques, tu vois, je parlais des 4 piliers un peu de notre produit aujourd'hui, en fait la donnée elle est très différente, quoi. Et donc on peut pas dire genre on va appliquer telle méthode pour à chaque fois s'assurer que la donnée elle sera de bonne qualité. On s'adapte au type de données qu'on a en source en fait un peu à chaque fois, quoi. Mais je vais illustrer ça après, c'est pour que ce soit un peu plus clair peut-être, mais je crois que j'ai vu d'autres mains se lever dans mon champ de vision. Ouais. J'ai une petite question, peut-être qu'on en après, ou peut-être on en avant, parce que je suis arrivé en retard. Là, aujourd'hui, sur cette partie-là de ton produit, celle que tu utilises l'IA, tu dirais que ton expertise sur le prompting, c'est la valeur que tu produis? Alors, en partie, elle est là, ouais, parce qu'en fait, on a plus de données que nos clients pour pouvoir expérimenter les prompts, parce que eux, ils ont que leurs données à eux, tu vois. Donc, s'ils arrivent à faire des prompts à partir de ces données, il sera peut-être un peu biaisé, et ce prompt aura peut-être du mal à absorber une évolution de leurs données dans le temps, tu vois. Donc, une partie de la valeur, elle est là, et l'autre, elle est sur la visualisation, en fait, de la donnée après. Parce que s'ils font un export CSV de leur feedback et qu'ils le mettent dans le chat GPT, la réponse, ça va être un bloc de texte, tu vois, et pas grand-chose d'autre, quoi. Donc là où nous, on vient la mettre en image un peu différemment dans le produit. Donc, ouais, je dirais que sur ça, la valeur, comme tous les wrappers d'IA, tu vois, aujourd'hui, finalement, elle est tu vas peut-être passer plus de temps qu'eux aussi sur la création de ton prompt et tu peux le confronter à plus de contexte pour qu'il soit solide, tu vois, dans la durée, quoi. Et tu matérialises après la donnée, le rendu, quoi, d'une manière spécifique et pas complètement générique comme dans un chat GPT ou Claude, quoi. Ouais. J'ai une dernière question. En termes de conversion, vous avez observé, des surveys, vous avez observé que ça s'est amélioré depuis que vous avez mis en place l'accompagnement des utilisateurs dans la rédaction via l'IA? Alors, pour ceux qui n'utilisaient pas du tout nos templates, ouais, ça nous permet d'approcher les taux de réponse et les taux de complétion qu'on observe sur les templates que nous on a pu faire, mais du coup, parce que en fait notre prompt est basé sur les bonnes pratiques, tu vois, qu'on a pu observer en 5 ans en étant sur ce marché-là, quoi. Après, pour les clients qui utilisaient déjà les templates ou qui respectaient un peu nos guidelines et tout, on arrive sur des choses équivalentes, quoi, finalement. Mais là, ça le fait, en tout cas, ça te fait un draft en un clic, là où avant, il fallait peut-être que tu passes un petit peu plus de temps sur la construction du truc, quoi. Du coup, voilà, ça, on a commencé par ces fonctionnalités-là, c'est le cœur historique de la plateforme, mais depuis, je vous le disais tout à l'heure, on a sorti cette brique Observe, la brique Guide, et donc maintenant la réflexion, c'est on part du problème. Si on sort du Session Replay, par exemple, dans le produit, il y a plein d'outils qu'en font, vous en utilisez probablement. C'est quoi les limites un peu de ces outils-là, et est-ce que l'IA peut nous permettre de répondre à ces limites? C'est maintenant un peu l'état d'esprit dans lequel on est pour que ça apporte de la valeur toujours à nos utilisateurs et essayer aussi de nous créer un peu des éléments différenciants sur le marché. Donc typiquement sur une fonctionnalité de Session Replay, alors premier élément de valeur et de différenciation, c'est que comme ça fait partie d'une plateforme, finalement tu peux dire tiens, tous les gens qui m'ont donné une mauvaise note de NPS, je vais regarder leur session par exemple, on peut faire ce genre de choses, mais l'IA là-dedans nous permet de répondre au grand problème des Session Replay, c'est hyper chronophage. Et en fait, si on a 10 000 sessions à regarder dans le mois, je vais y passer des heures ou des jours, et en fait, nous, on passe le contenu des sessions dans l'IA pour qu'elle nous fasse une synthèse. Donc en fait, en lisant un paragraphe, vous avez une idée
du comportement de vos utilisateurs dans les sessions qui vous intéressent, quoi, sans avoir besoin de toutes les regarder, et elle va vous faire des suggestions de sessions à regarder, parce qu'elles sont particulièrement représentatives des autres sessions que vous avez enregistrées, ou à l'inverse, parce qu'elles sont vraiment atypiques, et ça vaut vraiment le coup de les regarder, parce qu'on va apprendre des choses intéressantes et assez uniques en fait dans ces sessions-là, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un usage de l'IA qui permet de répondre à un problème qui est que les replays de session, c'est chronophage en fait par nature, quoi. Voilà. Donc toujours, on essaye de s'imposer ça, toujours garder en tête la valeur et le problème en fait rencontré par l'utilisateur ou le prospect. Et est-ce que l'IA peut nous aider? Oui, non. Et si oui, bah cool, on peut tester. Mais là, typiquement, la qualité de la donnée, c'était fondamental. Et on a dû passer vachement de temps pour que les résultats, notamment de la synthèse écrite, soient pertinents. Parce que, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne du recording de session, mais on n'enregistre pas vraiment des vidéos sur l'écran des utilisateurs. En fait, c'est du texte. On vient absorber tout le contenu de la page, et chaque élément de clic ou de déplacement de souris, c'est du texte aussi, en fait. Donc à la fin, ça nous donne un gros fichier texte, qui du coup pas très lourd à uploader depuis l'ordi du client, enfin du visiteur, quoi, jusqu'à chez nous. Et en fait, quand vous cliquez sur Play, mais c'est vrai sur les autres outils de Session Replay aussi, en fait, ça resimule la navigation, c'est pas une vraie vidéo en fait, quoi. Sauf que du coup, les événements qu'on vient capter au départ, ils ont forcément des noms techniques en fait, quoi. C'est, je sais pas, click on SVG, je sais pas quoi, voilà. Et donc en fait, si au départ, on a donné ça à l'IA brute, bah en fait, la synthèse, alors ça nous formulait des phrases en français, mais je crois que j'ai dû mettre un exemple un peu après, il me semble. Non, je sais plus où je l'ai mis. Mais en gros, ça disait que les gens a redimensionné la fenêtre et il a cliqué sur un SVG. Bon bah cool, mais en fait, ça nous sert à rien en fait comme info. C'était pas utile, quoi. Ça répondait pas au problème qui est, j'ai toujours besoin de regarder toutes les sessions pour comprendre ce qui s'est vraiment passé dedans. Donc on a passé du temps à essayer de systématiser un peu la conversion de ces noms d'événements un peu techniques en noms explicites, en fait, quoi, finalement. Et c'est à partir de... Donc on a un peu nettoyé la donnée, finalement, on la nettoie en continu, quoi. Et c'est cette donnée nettoyée qu'on donne maintenant à l'IA et qui permet d'avoir une synthèse qui veut vraiment dire quelque chose et qui fait que... en fait, dans plein de cas, on n'a même pas besoin de cliquer sur Play, ou alors on va regarder que des sessions sur lesquelles il y a eu vraiment des problèmes, ou de certains utilisateurs en particulier. Mais en lisant finalement la synthèse, ça peut souvent suffire à comprendre un peu ce qui s'est passé et à me dire, ok, du coup, je vais pas tout regarder, je vais filtrer maintenant. Et là, on n'est pas sur de l'IA, c'est sur des drop-down pour aller filtrer, enfin genre normal, quoi. Mais au moins, ça a permis d'avoir ce premier niveau de lecture, de compréhension en global un peu de ce qui se passait. Et donc, on coche la case de... je fais gagner du temps et c'est moins chronophage, quoi. Mais on s'est planté. On a parfois un peu oublié ça. Et c'est pour ça que j'essaye, moi, maintenant, de me dire faut faire du produit, quoi. Il faut bien faire son métier. Et en fait, par exemple, à un moment donné, on s'est dit c'est trop cool. L'IA permet de poser des questions un peu en langage naturel. Donc, on va permettre à nos utilisateurs de prendre des notes, un peu dans le produit. Donc, je suis en train d'analyser mes feedbacks, je vais pouvoir prendre des notes. Je suis en train de regarder une session, je vais pouvoir prendre des notes. Et après, on va pouvoir interroger les notes, en fait. Sauf que personne n'avait envie de prendre des notes. Ça correspondait pas à un besoin, en fait, quoi. Ça répondait pas à un problème de nos utilisateurs. Quand on a sorti cette fonctionnalité, justement, on les a interrogés et tout, ils nous ont dit non, en fait, moi, j'aimerais pouvoir interroger directement les feedbacks, mais pas déjà une première couche de notes entre le feedback et l'interrogation, en fait. Donc, on s'est dit, ouais, c'est vrai que c'est con, et si on avait bien fait notre métier, on n'aurait pas passé autant de temps là-dessus pour un truc qui sert à rien, qui était réalisable, qui n'était pas réalisable 6 mois avant peut-être, mais qui en fait servait à rien. Et donc on a killé la fonctionnalité quelques mois après parce que vraiment l'usage était ridicule. Donc c'est un rappel et on a un rôle clé à jouer. C'est pas parce que c'est possible et c'est pas parce que c'est possible maintenant alors que c'était impossible avant qu'il faut nécessairement le faire. Il faut garder à l'esprit qu'on est là pour apporter de la valeur à nos utilisateurs et que ça doit forcément être le point de départ de nos projets, quoi. Voilà. Ouais. Yes. Comment tu as monétisé en fait, le déploiement de ces fonctionnalités avec l'IA? Parce que plus tu as de données, plus tu consommes de ressources avec Mistral et les autres solutions que tu as testées.
et en parallèle, tu as envie d'inciter tes clients à rentrer le plus possible de données pour entraîner le modèle, mais en même temps, il faut que tu monétises ces fonctionnalités qui apportent de la valeur et traitent plus rapidement l'analyse des feedbacks, par exemple. Alors, moi je dirais que peut-être la chance qu'on a eue là-dessus, c'est qu'on était encore à une boîte jeune, et donc avec beaucoup d'évolution dans le produit, pas que celle liée à l'IA, et donc en fait, notre modèle économique a globalement suivi l'évolution de la plateforme, et donc on n'a pas appliqué un pricing spécifique à l'IA, on a juste fait évoluer nos prix dans la durée, je pense comme tout le monde, quoi, tu vois, et ça y compris. Mais je continue à être impressionné d'à quel point c'est pas cher, quand même. Sauf si, et c'est ma slide juste après, sauf si on décide d'héberger beaucoup de choses nous-mêmes. Et là, en fonction des modèles et du niveau de calcul dont ils ont besoin, là, ça peut devenir très cher. Mais sur genre de l'analyse de texte comme ça, en vrai, ça coûte rien, quoi. C'est vraiment... Moi, je continue à être impressionné par ça, quoi. Ouais. Et ils baissent leur prix, en fait, régulièrement, en plus, quoi. Donc en vrai, ça n'a jamais été un sujet, je trouve. Okay. Ça. Pour nous, en tout cas. Ok. Justement, là-dessus, sur comment on choisit les modèles, avec qui on travaille et tout, il y a 3 options, en fait, qui ont à chaque fois des avantages et des inconvénients. Donc la première option, c'est le fait d'aller justement héberger soi-même les modèles. Ça a des avantages, je trouve, surtout quand il s'agit de modèles d'IA qui sont un peu spécialisés. Sur des grands modèles, des LLM, certains sont open source comme ceux de Mistral ou ceux de Facebook, vous pourriez décider de les héberger vous-même, mais du coup c'est là où ça va devenir cher parce que ça demande pour le coup plus de puissance de calcul pour les faire tourner correctement. Mais sur des modèles spécifiques de détection des émotions, par exemple dans un corpus de messages, ça c'est des modèles qui pèsent pas très lourd, qui marchent bien, ça peut être une option de les héberger soi-même. Ça permet pour ces petits modèles du coup de maîtriser les coûts parce qu'on peut héberger ça sur un serveur qui ne va pas forcément coûter très cher versus l'appel à des API ou ce genre de choses. Et puis là, vous avez une garantie de la confidentialité des données parce que ça reste dans votre infrastructure, ça ne sort jamais de chez vous. Donc si vous manipulez les données un peu personnelles, ça peut être une option qui est intéressante, quoi. Après, donc en élément plus négatif, il peut y avoir des coûts en fonction des modèles et de leur demande. Et puis forcément, ça ajoute un peu de complexité à votre infrastructure. C'est pas forcément un sujet dans toutes les boîtes, mais dans certaines, ça peut l'être. Donc c'est une forme de coût aussi qui est potentiellement pas neutre, quoi. Ouais. Une deuxième option, c'est d'utiliser un modèle qui va être hébergé, mais qui sera quand même cloisonné pour vous, quoi. Ça, c'est Microsoft a, je pense, l'offre la plus répandue aujourd'hui via Azure sur ce marché-là. Ça permet d'utiliser à la fois des modèles spécialisés, mais aussi des LLM, en fait, quoi, mais de manière vraiment cloisonnée. Ça permet de simplifier, pour le coup, le déploiement et la maintenance, parce que c'est pas dans votre infrastructure, c'est en cloud, donc c'est pas vous qui gérez la tuyauterie, quoi, entre guillemets. Le problème, c'est que si vous décidez de travailler avec un Américain, notamment là un hébergeur américain, donc je parle d'Azure parce que je pense que c'est eux qui ont le plus appuyé là-dessus, mais les autres le font aussi, la CNIL commence à dire attention, c'est pas forcément conforme au RGPD, quoi. Et on va pas se mentir, on est plutôt rentré dans une guerre commerciale avec les États-Unis. Quand on voit les patrons de ces boîtes-là, Sam Altman en premier à côté de Trump, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc il y a une forme de risque, je trouve, à la fois d'un point de vue guerre commerciale, mais aussi d'un point de vue RGPD, à faire ce genre de choix. Donc, plein d'avantages, mais il y a des risques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même des alternatives. Et notamment, en France, on a des hébergeurs comme Scaleway qui proposent la même chose, mais c'est physiquement hébergé en France, c'est une entreprise de droit français, donc on couvre ces risques-là, on a les mêmes bénéfices et moins de risques, quoi, quand même. Donc je trouve que c'est aussi notre rôle, en partie, de challenger parfois ce genre de choix technique en se disant, ok, la facilité, c'est de se brancher directement à OpenAI ou d'acheter des instances chez Azure.
mais est-ce qu'on peut pas regarder l'équivalent et au moins on met un peu ceinture et bretelles, quoi. Voilà. Et la troisième méthode, c'est encore plus simple, c'est de se brancher directement sur leurs API. Donc c'est ce qu'on a fait nous par exemple sur les API d'OpenAI quand on a démarré. C'est hyper facile à faire, ça coûte vraiment pas cher. En fonction du partenaire avec qui vous travaillez, dans les contrats d'utilisation de leurs API, ils vous garantissent plus ou moins, mais certains le garantissent, que la donnée n'est pas réutilisée pour entraîner le reste du modèle. Donc ça peut répondre aux besoins. Mais on se retrouve avec, si on travaille avec un acteur américain, le même risque que sur le fait de bosser avec un hébergeur américain. Il y a des vrais sujets de RGPD. Et nous, c'est le choix qu'on a fait sur un certain nombre de fonctionnalités. On a aussi un peu de modèles hébergés nous-mêmes. Mais on est branché sur les API de Mistral, du coup, aujourd'hui, parce que ils garantissent contractuellement que les données, elles sont pas réutilisées ailleurs que pour nous, en fait, quoi. C'est une entreprise de droit français, les données sont hébergées en Europe, et donc le fait d'avoir fait ce choix-là permet de répondre à tout un tas de requirements demandés de plus en plus par nos clients, qui sont très très frileux de voir leurs données sortir vers des acteurs américains, quoi. Voilà. Notamment ici, dans un feedback, il y a peut-être des gens qui peuvent dire je m'appelle Simon, j'habite à Nantes, données personnelles. Donc ça, si ça part chez OpenAI, ça peut être compliqué, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les options qui s'offrent à nous. Les trois ont des avantages et des inconvénients, et je pense que ça vaut le coup de bien peser le pour et le contre à chaque fois, et tant que possible, si on veut essayer de s'éviter des ennuis dans le futur légaux ou potentiellement de coupure d'accès aux services demain, essayer de choisir des acteurs européens, du coup, justement. Le lapsus. Ouais. Vous avez choisi des modèles hébergés chez vous? Notamment sur de l'analyse d'émotions, par exemple. C'est des petits modèles qui sont pas très lourds, qui sont open source, qu'on a choisi d'héberger nous-mêmes, parce que du coup, là, le ratio sur les coûts et tout était plutôt positif, quoi. Ça ajoute un petit peu de complexité dans l'infra, mais la balance était quand même plutôt positive là-dessus. Mais c'est parce que en fait les résultats sont pas binaires, tu vois, c'est pas 1 ou 0, mais en fait ça sort quelques émotions, donc c'est pas de l'IA générative au sens justement fais-moi de l'analyse des feedbacks et une synthèse de telle forme et tout. Là les LLM restent imbattables en fait là-dessus aujourd'hui, et ça on l'héberge pas nous-mêmes. Voilà. Ok pour ça? Et du coup, sur le dernier point, on en a déjà un petit peu parlé, mais donc moi c'est quelque chose vraiment que j'ai constaté, que je continue à constater, c'est sur la qualité de la donnée. Moi, la manière dont je le résume, c'est comme ça, quoi. Garbage in, garbage out, c'est vraiment si on met n'importe quoi dans l'IA, en fait ça sera pas magique, ça va nous sortir n'importe quoi aussi, quoi. Et en fait, pendant longtemps, je pense dans l'informatique, on va dire, on s'est dit, ça y est, maintenant la donnée c'est une commodité, tout le monde en a plein dans tous les sens. La promesse en plus de l'IA au départ, c'était genre, de toute façon on lui met tout dedans, il va être capable de tout ranger, de tout nettoyer. En vrai, c'est faux. Et ça, je pense qu'on le constate assez vite quand on commence à jouer un peu avec ce truc. Ce dont on se rend compte, c'est que la donnée de mauvaise qualité, c'est une commodité. Ça, on en a tous, plein, partout, ça déborde. Quand on veut de la donnée de bonne qualité, ça demande un effort. Et donc c'est là où j'avais mis l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure sur la mauvaise qualité de données sur l'analyse des sessions qu'on avait tout à l'heure. Voilà, ils visitent plusieurs pages, ce qui fait qu'on constate qu'il y a un engagement consistant, et ils interagissent avec des formulaires, avec des fonctionnalités d'input et avec des boutons. Ça nous apprend rien du tout en fait, quoi, ce genre de truc. Et donc ça c'était pendant nos tests et sur une première phase d'alpha ou de bêta avec des tout premiers clients, donc c'était pas grave, mais vraiment on s'est dit c'est pas possible, il faut vraiment qu'on ait une phase de nettoyage de la donnée, il faut que la donnée soit de bonne qualité. Ça paraît évident a posteriori en fait, mais encore une fois, la promesse, elle est tellement belle avec ces technos que au moins on tente, puis ça se trouve, ça va marcher du premier coup, mais en vrai, ça marche rarement du premier coup, et il y a quand même besoin d'avoir une donnée de qualité pour que ça marche correctement, quoi. Voilà. Quelques conseils peut-être issus de tout ça. Donc, c'est un peu la synthèse finalement de ce que je vous ai dit là, mais je pense, je suis de plus en plus convaincu de ça, et justement au fur et à mesure où il y a des gens qui s'inquiètent un peu pour la pérennité de leur métier, en fait je pense que notre métier de product il a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, parce que
tout étant tellement devenu possible que choisir les bons trucs sur lesquels se concentrer, ça a de plus en plus de valeur. Et c'est notre rôle, quoi. Donc voilà, jamais perdre de vue que l'IA, c'est qu'une manière, c'est pas la seule, d'apporter de la valeur aux utilisateurs, et c'est ça qui doit toujours nous guider, quoi. Voilà. Ensuite, pas hésiter à expérimenter par vous-même, bricoler des trucs, que ce soit lié à des use cases dans votre produit, mais pourquoi pas aussi à titre perso. J'ai une pote PM qui est en train de se faire une petite app autour du voyage avec de l'IA, par exemple. Ça permet de tester des choses, de voir ce qui est possible, et ça débloque en fait de la créativité entre guillemets qu'on peut appliquer après à son métier, quoi. Donc là, je vous ai listé quelques outils. Le Playground d'OpenAI, si vous lui envoyez pas trop de données personnelles sur vos clients ou les clients de vos clients, ça peut être une vraie bonne manière de tester leur modèle. Ils viennent par exemple de rendre disponible via API la création d'images, là, qui a beaucoup fait parler. C'est dispo depuis hier, donc c'est une manière de jouer justement avec les paramètres et tout directement dans le Playground, et ça peut peut-être être utile dans votre produit demain. Zapier, ils ont beaucoup fait évoluer leur plateforme. Je sais pas si tout le monde connaît, mais Zapier au départ ça branche des outils entre eux, et en fait ils ont mis beaucoup plus d'IA maintenant au milieu. Donc soit des blocs pour utiliser les modèles dans des workflows que vous aviez avant, mais maintenant vous pouvez créer vos propres chatbots un peu en branchant plein d'outils. Il va interroger les données de ces outils, et ça permet vraiment d'expérimenter en fait des données que vous lui donnez en entrée, et qu'est-ce que ça sort, et faire des tests en fait comme ça. Lovable, quand vous voulez faire des petits prototypes, des outils internes, ce genre de choses, je trouve ça absolument génial. Et deux outils qui là peuvent, je trouve, vraiment nous aider en tant que product. Basalt, eux vraiment leur rôle c'est de nous aider en tant que product à écrire les meilleurs prompts possibles. Et donc voilà, ils ont une plateforme qui sert que à ça. C'est vraiment bien foutu. Et Workflow AI, là c'est en gros vous pouvez tester votre prompt sur tous les modèles possibles en parallèle. Vous comparez les résultats des différents modèles en fait, quoi. Donc si vos données ne sont pas sensibles et que vous n'êtes pas trop contraint sur l'utilisation du modèle, comme nous on peut l'être par exemple avec un Mistral, aujourd'hui ça serait difficile pour nous d'en sortir, et en fait vous pouvez dire tiens, dans une partie de mon produit j'ai peut-être utilisé OpenAI, dans une autre les modèles d'Anthropic, ailleurs je vais peut-être utiliser Gemini de Google, et en fait vous pouvez comparer ça, vous lui donnez un prompt, il vous aide aussi un peu à reformuler le prompt et tout, et en fait sur un même écran vous avez l'output des modèles qui vous intéressent, vous pouvez les comparer. Et ce qui est assez dingo, c'est que c'est complètement gratuit, alors qu'ils vous affichent le coût du résultat, mais en fait, eux, ils se rémunèrent en négociant les prix avec les modèles, en fait. Ils ont des gros discounts, en fait, sur les... Enfin, c'est pas gratuit, pardon, mais ça vous coûte pas plus cher de passer par eux que si vous vous branchiez directement au modèle, et eux, ils se rémunèrent sur la différence avec les discounts qu'ils obtiennent. Voilà. Et donc, c'est hyper intéressant de se dire, pour un même prompt, en fait, j'ai des résultats qui sont complètement différents, et dans mon contexte, celui-ci peut mieux marcher, mais ailleurs dans mon produit, c'est peut-être un autre, et ça permet comme ça de jouer avec. Et là, sans aucun temps technique en fait, à passer là-dessus, vous avez un SaaS, et c'est vous qui jouez avec, quoi. Voilà, donc, c'est les 5 outils, là, je trouve, sur lesquels ça vaut le coup de se pencher un peu dans nos métiers pour justement expérimenter, prototyper, faire des MVP, des trucs internes, tester des prompts, et après travailler avec vos équipes sur comment est-ce que ça se matérialise concrètement dans le produit, quoi. Voilà. Et Basalt, donc c'est des prompts spéciales PM En fait, ça vous aide en tant que PM à écrire les bons prompts pour votre produit. Tu vois, mais c'est une plateforme qui est faite pour nous, quoi, qui nous aide en tant que product à écrire les bons prompts en fonction de la fonctionnalité qu'on veut développer, basée sur l'IA, etc. Ouais, c'est ça. Troisième point, voilà, travailler la qualité de vos données. De toute façon, je pense que vous allez vite vous en rendre compte si la donnée que vous avez, elle est difficilement exploitable. Et donc, c'est parfois là où on va passer le plus de temps, finalement, sur le nettoyage de la donnée, quoi. Et puis, j'insiste un peu, c'est un peu ma marotte, mais attention aux partenaires américains, surtout si vous manipulez des données personnelles, quoi. Ouais. Une question sur justement le nettoyage de la donnée, t'en parles beaucoup, mais vous avez fait comment? Enfin,
c'est un truc manuel parce que tu peux pas à chaque site, tu parlais du session replay, chaque site a des noms techniques différents, etc. Donc comment vous avez fait pour... Alors, en fait, il y a des choses qui... Je cherche le bon exemple pour illustrer, mais en gros, parfois, par défaut, tu vois, le moteur qu'on utilisait allait pas récupérer genre les labels des boutons, par exemple. Donc, on s'est assuré qu'on récupérait bien les labels. Et puis après, on a renommé certains trucs. Par exemple, je sais plus comment s'appelait l'événement de déplacement d'une souris, mais on l'a renommé pour qu'il soit beaucoup plus explicite, en fait, quoi, tu vois. Donc, parfois, c'est pas grand-chose, mais juste le fait de dire au modèle, là, ça s'appelle déplacement de souris, et ça s'appelle pas, je sais pas, mouse, je sais pas quoi, tu vois. Parce que c'était votre outil, en fait, c'était pas... qui joue. En fait, c'est comment dire, sur du session replay, en gros, tu viens mettre un tag, tu vois, dans le code de nos clients, et ce tag, en fait, il capte l'ensemble des événements réalisés par l'utilisateur. Mais la manière dont étaient nommés ces événements, la donnée qui sortait de ça, était intelligible pour après faire le replay, mais quand tu donnais cette donnée appelée comme ça au modèle, en fait, il savait pas exactement ce que c'était. Donc juste parfois renommer le même truc mais dans un autre nom, pour le rendre un peu plus explicite, ça suffit, ouais. Voilà. C'est ça. J'ai une question par rapport à l'implémentation, vu que c'est pas déterministe, je veux dire pour les développeurs, tu peux pas 2 plus 2 égale 4, avec IA tu peux avoir des réponses variées, des hallucinations, tout ça, et même pour les tests, du coup tu testes que 2 plus 2 égale 4. Est-ce que vous avez eu ces problématiques-là côté dev, ou est-ce que ça a été des limitations à l'utilisation de l'IA? Ouais, on a eu ce problème, et donc on s'est fait un outil en interne qui en fait c'est basico-basique. Tu as genre un drop-down où tu peux choisir un survey d'un de nos clients et un champ où tu colles le prompt. Et en fait, ça t'affiche le résultat, et donc ça permet de confronter le prompt à des vraies données et pas à nos données de test. Parce que je pense, comme tout le monde, on a tous genre un environnement sur la prod, mais c'est notre compte avec de la donnée un peu fake, de démo et tout. Et en fait, on s'est vite rendu compte qu'en basant nos tests sur cet environnement-là, en fait, soit on avait des faux positifs, genre ça marchait parce que environnement parfait, tu vois, mais dans la réalité c'était pas bon, ou à l'inverse des faux négatifs parce que dans cet environnement parfois c'est un peu le bordel, t'as des gens qui créent des trucs, alors que chez nos clients ça marchait très bien, tu vois. Et donc maintenant on essaie de tester systématiquement sur des vraies données, ouais. Et donc c'est vraiment un truc, un basique, tu vois, mais outillage interne pour faire ça, ouais. Vous n'avez pas peur, comme vous avez des templates pour les surveilles, du coup la donnée, finalement l'analyse que vous en sortiez soit toujours un peu uniformisée, quoi. Finalement vous avez les mêmes surveilles, peut-être un peu les mêmes réponses, peut-être un peu les mêmes analyses. Alors les réponses elles sont très différentes d'un client à l'autre pour le coup, parce qu'en fait on travaille avec PennyLane, SaaS B2B pour les comptables, et Doctolib sur la partie patient en plus. En fait, même si c'est 2 surveys de NPS, les réponses, tu vois, dans le champ texte après, t'as des gens qui vont chez PennyLane dire que telle fonctionnalité comptable, tu vois, elle marche pas bien ou je sais pas quoi, et chez Doctolib, c'est j'ai galéré à trouver l'adresse du médecin. Donc en fait, même si la manière d'interroger est la même et le prompt d'analyse est le même, le feedback en lui-même au milieu, il est tellement dépendant du contexte dans lequel tu vas le donner qu'on n'a pas les mêmes données d'un client à l'autre, en fait, quoi. J'ai une question, moi j'ai une approche très conversationnelle. C'est qu'en fait, j'ai l'impression d'être jamais très content de ma réponse. Je vais toujours challenger ma réponse. Et à quel moment vous vous êtes dit, cette réponse, elle est ok, quoi. Le prompt, il est bon, quoi. Alors, déjà en général, il y en a plusieurs, en fait, des prompts. C'est-à-dire que sur un écran comme celui-ci, en fait, chaque bloc est un prompt. Tu vois, c'est pas un méga prompt, quoi, en fait. Donc, on a passé du temps à itérer sur chaque bloc, en fait, de la page.
Et au bout d'un moment, quand justement tu confrontes ça aux données de 10, 20, 30 clients et que tu te dis de manière consistante le résultat est de qualité, c'est là où on se dit ok, on peut être confiant et on peut l'envoyer en prod, quoi, tu vois. C'est plus comme ça en fait. Mais par contre, je suis tout à fait prêt à accepter qu'il y ait des limites un peu à ça. Mais c'est pas tant sur est-ce que le prompt est vraiment pertinent, c'est que ce que je disais tout à l'heure, ça débloque maintenant un peu l'envie chez nos utilisateurs d'aller fouiller dedans, quoi, tu vois. Donc tu peux déjà un peu le faire parce que tu peux dire, je sais pas ce qu'on voit à l'écran là, mais tu vois, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, genre les gens demandent beaucoup de paiements Apple Pay. Bon bah en fait tu peux aller filtrer et dire tiens garde-moi que ce qui parle d'Apple Pay, je vais aller creuser là-dedans. Et est-ce que après tu peux quand même accéder au feedback brut, tu vois, tu n'accèdes pas que à ces données-là, donc tu peux aller lire quand même les feedbacks qui se cachent derrière ce sujet. Et en réalité ce qu'on constate c'est que c'est souvent une porte d'entrée pour l'analyse chez nos clients, tu vois, ces données-là. Mais après, ils vont aller la manipuler, ils vont faire leur métier, tu vois, enfin de product en l'occurrence, ce que je disais tout à l'heure, c'est 70 ou 80% de product manager. Donc ils s'en contentent pas, ils vont aller analyser, mais ça leur fait gagner du temps sur l'identification des sujets clés, la capacité à filtrer, et après aller se concentrer sur ce qui est intéressant ou important pour eux, quoi, tu vois. Mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse évoluer, je pense, pour peut-être que ça soit effectivement un peu plus conversationnel dans l'approche, et pas juste du filtrage, quoi, tu vois, mais c'est des choses auxquelles on réfléchit un peu là maintenant. Ouais. Là, tu utilises l'IA sur les surveys. Est-ce que tu utilises ou tu as prévu d'utiliser aussi l'IA sur tes fameux rendez-vous là que tu as 6 fois par mois? Alors nous, ça c'est pas géré dans Scribe. Tu vois, en fait dans Scribe, c'est un de nos formats dans les questionnaires permet de dire tiens. Je sais pas, imagine tu as un NPS, bah, tu pourrais dire à tous les gens qui t'ont mis une mauvaise note, je veux leur parler, et donc tu leur proposes un rendez-vous. Tu vois, donc c'est une étape un peu dans un survey. Mais ça, après le rendez-vous, il a lieu sur ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Justement, du coup, la question c'est est-ce que parce que moi j'utilise beaucoup maintenant l'IA pour mes rendez-vous en discovery. Donc, et ça marche plutôt bien. Tu utilises quoi? Read AI. Ouais. Ça marche plutôt bien. Au moins en tout cas ça fait une belle base sur laquelle tes notes en fait viennent compléter éventuellement ce qu'il a fait, mais franchement il se débrouille bien. Quand en tout cas le rendez-vous est bien structuré, il se débrouille bien. Et du coup voilà, je me posais la question si c'est quelque chose qui Ouais, mais c'est pas propre qu'aux produits chez nous. En fait, tu vois, les sales, ils ont ça aussi, ça leur fait des synthèses de leurs meetings. Mais en fait, je pense aussi par curiosité et tout, on continue à tester plein de trucs là-dessus. On sait pas. J'ai pas mal utilisé TLDV pendant longtemps, par exemple, qui a beaucoup travaillé là-dessus aussi. Je sais que moi, je m'en sers pas, mais Dovetail, ils font beaucoup de choses vraiment dédiées justement user research, discovery et tout là-dessus. Donc il y en a plein, mais j'ai pas d'avis un peu tranché sur la question. Ouais. Question, mais entre Mistral, ChatGPT, j'ai un peu l'impression que c'était soit Mac, soit PC. Et en testant, vous êtes rendu compte vraiment d'une différence dans ces deux langages, dans les réponses qui peuvent vous donner, au-delà du RGPD, où si par exemple ChatGPT hier était français, tu aurais pu aussi bien partir sur le ChatGPT, quoi. Alors au moment où on a fait la bascule, on a comparé les deux modèles là où ils en étaient, et c'était équivalent. Depuis, on a fait des évolutions sur les modèles de Mistral, mais j'ai pas recomparé avec les modèles d'OpenAI parce que je sais que je les utiliserai pas. Tu vois. Donc si ça se trouve, ils sont meilleurs sur certains points, tu vois, que ceux qu'on utilise aujourd'hui, mais la balance bénéfice emmerdement, elle serait pas bonne du coup pour nous parce que y a plein de clients qui nous choisiraient pas, ou alors qui pourraient pas utiliser la fonctionnalité, donc ça vaudrait pas le coup en fait. Et je le dis sans avoir testé, si ça se trouve ça reste équivalent et peut-être que même Mistral est meilleur, tu vois, maintenant sur ces use cases là, je sais pas en fait. Au moment où on a fait la bascule, c'était vraiment équivalent. Ouais. Comment vous avez géré ces évolutions de version alors? Sur les modèles? En prod, tout le monde est content, il y en a une autre qui sort, qu'est-ce qui se passe?
Alors, on saute pas dessus, nécessairement, parce que puisque l'enjeu, c'est d'abord d'apporter de la valeur à nos clients, si ça en apporte aujourd'hui, on n'a pas une urgence à changer, quoi, tu vois. Mais régulièrement, on fait des tests un peu en interne. Et si les résultats sont au moins aussi bons, on fait la bascule et c'est généralement entre guillemets transparent pour nos clients, où il y a un effet positif, genre c'est encore meilleur qu'avant, mais du coup ils ne nous le signalent pas forcément non plus, quoi, tu vois. Mais on n'a jamais eu de cas où un changement de modèle cassait un truc et on n'a pas eu ça. Ouais. Ouais. Plus de questions? Si, ouais. Petite dernière quand même. Le fait d'utiliser les API peut-être cache un peu la consommation électrique, écologique, tout ça qu'il y a derrière. Est-ce que tu as déjà rencontré des clients qui étaient sensibles à ça et qui ont partagé le fait de faut que ça soit utilisé d'une manière vraiment utile, voilà, pour limiter l'impact écologique? C'est vraiment pas une question qui vient. Alors, on n'est pas vraiment challengé là-dessus, honnêtement. On est très très challengé sur les sujets privacy, RGPD. Et nous, on a plutôt fait un avantage commercial, un avantage concurrentiel, parce que sur notre marché, nos concurrents, c'est globalement des Américains. Donc, il y a de plus en plus de boîtes européennes pour qui on est quasiment la seule alternative possible en ayant fait ce genre de choix. Donc ça, on est très challengé là-dessus. Sur les sujets environnementaux, honnêtement, c'est un truc sur lequel on nous interroge peu. Alors, on a des objectifs qui sont fixés par nos investisseurs, plutôt là-dessus. Donc on a alors pas liés que à l'IA, mais globalement sur les sujets RSE, y compris environnementaux, du coup, tu vois. Donc c'est plutôt à eux qu'on fait des rapports un peu annuels et tout. Après, le fait justement de bosser avec des Européens là-dessus, je pense que ça reste aussi un avantage d'un point de vue environnemental, parce que l'électricité, elle est quand même moins carbonée, notamment en France, quoi, tu vois. Et puis la donnée, elle fait moins de kilomètres, tu vois, pour arriver jusqu'à l'IA et à revenir. Donc, si jamais on nous interrogeait là-dessus, je pense que ça serait quand même aussi un avantage d'avoir fait ces choix-là, plutôt que de bosser avec des Américains dont les data centers tournent au gaz de schiste et qui sont loin, quoi, tu vois. Donc, voilà. Mais très sincèrement, c'est pas un truc sur lequel nos clients nous challengent beaucoup. Ouais. Quels sont les noms donc, de vos concurrents américains? Leurs noms? Ouais. En parlant de nom, script, pourquoi le nom script? C'est par rapport au mot français script, l'écriture, ou est-ce que c'est autre chose? Regardez, ça ne veut rien dire en anglais. C'est vrai. Alors, nos concurrents américains, ça va être des boîtes comme Qualtrics, Pendo, GetFeedback, qui appartient à SurveyMonkey maintenant, par exemple. Donc, c'est pas mal ces acteurs-là. Il y a quelques acteurs qui se sont aussi un peu tournés vers les équipes product, des gens comme Sprig, par exemple, mais qui font pas la partie product tour. Donc c'est eux qu'on rencontre souvent. Et comme je disais, du coup, le fait d'être un acteur européen et d'avoir fait le choix de bosser... nous, nos données sont hébergées en France, chez des Français, et même quand on travaille avec ce genre de provider, on a fait des choix européens aussi, pour le marché européen, c'est devenu un avantage par rapport à ces acteurs-là. Et Script, ça vient d'où? C'est une longue histoire. En fait, on ne s'appelait pas comme ça au départ, mais le nom qu'on avait choisi était trop proche d'une marque qui appartenait à Canal+. Et donc je pense que le premier courrier de l'histoire qu'on a reçu dans la boîte, c'était un courrier de leurs avocats pour nous dire faut changer de nom. Voilà, donc on a changé et il faudrait que je retrouve le thread Slack, mais je pense qu'il y avait 150 propositions différentes entre mon cofondateur et moi, tu vois, là-dessus. Et en fait, on cherchait, comme le cœur un peu historique, c'était le feedback, tu vois, donc on cherchait quand même un truc dans le champ lexical de l'écriture, enfin, tu vois, c'est un peu la contrainte qu'on s'était fixée, quoi. Et c'est lui qui a proposé cette idée, et en plus, à l'époque, la boîte était rue Scribe à Nantes, mais donc ça faisait c'était le petit clin d'œil, quoi, tu vois, c'est comme ça que c'est venu, voilà.
Mais c'est toujours, t'es jamais vraiment satisfait du nom, c'est toujours compliqué de trouver un truc, et voilà, on s'est arrêté là-dessus et ça nous va bien aujourd'hui. Ouais. Du coup, aujourd'hui, tu parles de cofondateur et toi, vous êtes combien? On est 10 dans l'équipe aujourd'hui. Okay. Ouais. Donc on a vraiment été 2 à cofonder la boîte, mais même sur un projet un peu différent au départ. Puis on a un 3e cofondateur qui nous a rejoint pas longtemps après. Et puis après, l'équipe, elle a évolué, tech, sales, marketing, et on est 10, ouais. Ouais. Justement, sur l'aspect un peu organisationnel, implémenter une feature avec de l'IA, ça a demandé des changements dans l'organisation, dans les stacks, dans l'information. Ça a demandé de monter en compétences, du coup, un peu, à la fois sur concrètement c'est quoi les API, quand on a voulu héberger les modèles nous-mêmes, comment ça marche, est-ce qu'il faut des serveurs un peu spécifiques, comment ça se configure, donc il a fallu monter un peu en compétences là-dessus, et puis il a fallu monter en compétences sur l'écriture des prompts. Donc ça, c'est un truc à la fois, tu t'expérimentes, tu itères de ton côté, et puis au fil du temps, tu as aussi de plus en plus de ressources quand même assez bien foutues. Ça, c'est un truc que j'aurais pu mettre dans les outils. Je vais essayer de le retrouver, mais il y a un site web hyper bien. Je vais essayer de le retrouver. Mais ouais, c'est les 2 sujets sur lesquels il a fallu qu'on avance un peu, tu vois, pour quand ce sujet est arrivé chez nous, quoi. Voilà. Mais au départ, c'était franchement, tu vois, sur la phase un peu expérimentation et les premières features, c'était hyper artisanal en vrai, tu vois. On a bricolé, on a testé des choses en prod qui marchaient pas bien, qu'on a retiré, qu'on a itéré, et c'est en faisant qu'on a appris, quoi, tu vois. Est-ce que je vais essayer de retrouver ça, mais sinon je vous le renverrai sur le Slack. La ressource qu'on utilise pas mal pour écrire des prompts là. J'essaierai de retrouver ça. Ouais. Dans la même veine, là, pour continuer le sujet, tu disais tout à l'heure, vous écrivez un prompt et ce prompt il va alimenter une arborescence, etc. Donc en gros, ce que je comprends de tout ça, c'est que vous avez la structure de votre code et puis votre prompt il vient alimenter. Et en fait, le prompt c'est adapté à la structure de votre code, ou est-ce que vous avez aussi adapté la structure du code pour que ce soit compatible avec le Je pense je suis pas certain qu'on ait adapté la structure de notre code pour s'adapter au prompt. Par contre, dans beaucoup de cas, on force un format d'output de l'IA, tu vois, pour que ça vienne bien coller avec nos contraintes. Ça nous envoie, tu vois, pas que du texte, on demande un truc bien formaté. Et d'ailleurs là-dessus, pour le coup, on a un peu plus galéré sur la bascule avec Mistral, ils nous renvoyaient pas toujours les bons formats. La bascule, c'est là-dessus qu'on a passé pas mal de temps pour avoir un format qui soit bien consistant, tu vois, dans la durée, que ce soit toujours le même, quoi. Donc c'est plutôt ça, on demande à l'IA de nous envoyer la donnée dans le format dont on a besoin, quoi. Ouais. Et tu disais donc que les développeurs se sont formés au prompting. Ils ont fait des formations spécifiques, c'est vraiment C'est avec notamment avec cette fameuse ressource, il faut que j'essaie de vous la retrouver. Mais ouais, non, franchement, ça a été en interne du test. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas, on va dire, de formation, franchement, je sais pas. C'est pour la discovery. C'était des gens qui ont bossé chez Blablacar. Ils proposent une méthodologie qui s'appelle Café. Okay. Et contexte, donc je me souviens un peu la en mémoire. Et en gros, ils sont en train de proposer tout là-dedans et c'est intéressant. Okay. Après, je pense que comme les données que tu lui donnes, elles sont quand même spécifiques à ton environnement, je connais pas, mais c'est intéressant du coup, mais ça vaut le coup de tester, mais tu auras forcément un travail d'adaptation à faire à ton contexte, je pense, quoi, tu vois. Je suis désolé, j'essaie de retrouver le truc en question, mais ouais, je pense que c'est comme pour tout, tu vois. Si tu regardes des vidéos sur YouTube pour apprendre à faire du vélo, ça t'apprendra pas vraiment à faire du vélo, tu vois. À un moment donné, il faut monter dessus et il faut pédaler, quoi, tu vois. Donc là, je pense que c'est pareil. En vrai, il faut expérimenter et bien l'adapter à son contexte, quoi, tu vois. Si j'arrive à le retrouver en 2 secondes, je vous le donne, et puis sinon, je vous l'enverrai sur Slack.
parfois si dans les évolutions de modèles, typiquement OpenAI, ils documentent, par exemple ils ont sorti O2 récemment, ils donnent des indications sur comment il faut reprompter ce nouveau modèle, parce que ça change, ça évolue un petit peu, la façon de prompter, on met le contexte, ensuite on met qualité du passage, etc. Ça évolue un peu et parfois les acteurs eux-mêmes documentent ça. J'ai retrouvé, ça s'appelle tout simplement promptingguide.ai. Voilà. Et c'est une ressource qui est vraiment bien foutue. Ouais. Je propose qu'on arrête juste là, mais on peut continuer là. Super. Bah, merci en tout cas. On va jamais sortir. Merci beaucoup. Merci.